il n'y avait pas aussi la question de la durée, c'est-à-dire le temps. Peut-être que ça se fait sur plusieurs, je sais pas, centaines, voire milliers d'années. Voilà, absolument. Alors, très bonne question. Oui, oui, c'est bon, mais alors c'est très net chez Lamarck. Il y en a pour 15 minutes. Oui. Pour Lamarck, le temps est une cause. Est-ce que vous pourriez éteindre vos micros, s'il vous plaît, en dehors de Dominique, parce que sinon on ne s'entend plus. Merci. On t'écoute, Dominique. Voilà, la question c'est de savoir si le temps peut être une cause ou non. Et pour Lamarck, c'était une cause, et pour Cuvier, ça ne pouvait pas être une cause. Il faut qu'il y ait, évidemment, la cause se déroule dans le temps, mais pour qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait une cause effective d'ordre biologique, et le temps n'est qu'une mesure, n'est pas une cause. Et je pense que c'est Cuvier qui a raison. Donc, je vais donner un exemple très simple. Vous êtes vendeur de voitures. À la fin de la journée, il y a 0 voiture vendue. Et puis, à la fin de la semaine, il y a 0 voiture vendue. Et à la fin d'année, il y a 0 voiture vendue. Bon, ça peut durer des milliers d'années. Ça fera toujours 0 voiture. On peut, ça rejoint un petit peu la question de l'extrapolation du contraire. Donc le temps, effectivement, ne rend pas, rend crédible n'importe quoi. De toute façon, tout l'évolutionnisme a été basé sur cette idée du voleur chinois. C'est-à-dire que le darwinisme, c'est le gradualisme. Hein. Parce que vous savez qu'il y a le saltationnisme et le gradualisme. Enfin, Darwin, c'est un gradualiste, et c'est le gradualisme qui a rendu crédible l'évolutionnisme, comme l'histoire du voleur chinois. C'est-à-dire que de petits changements, durant très longtemps, vont donner de grandes différences. Mais ça, on n'est pas dans la science. On est de l'ordre de la crédibilité, des éléments qui rendent les choses vraisemblables. Mais le vrai et le vraisemblable, ce sont deux notions différentes. Attends, est-ce que tu peux préciser ton voleur chinois? On ne connaît pas cette histoire-là. Alors bon, le voleur chinois, évidemment, il y a 2 Chinois qui partagent plus ou moins une pièce, et puis il y a un meuble. Il y en a un qui, tous les jours, il déplace le meuble d'1 millimètre, puis à un moment donné, le meuble va se retrouver dans sa partie de la chambre, et il ne sera plus chez l'autre. Enfin, c'est l'idée que des tout petits changements seront imperceptibles, mais auront quand même un effet. Oui, mais de toute façon, tu as répondu d'une manière beaucoup plus précise avec cette histoire de colibacille qui équivaut à 1 million d'années humaines de génération. Hein. Ouais, absolument. Oui. Donc, tu as répondu de toute façon à la question. Parce que c'est trop facile de dire, oui, le temps s'est accumulé. Voilà. Bon. Et effectivement, c'est trop facile. Voilà. Le temps n'est pas une cause. C'est ça la vraie réponse. On n'entend pas Nadia. Moi, j'ai pris l'exemple du vieillissement, c'est-à-dire que la sénescence, elle est déjà programmée dans nos gènes. Enfin, voilà. Donc, nous vieillissons. Il y a des changements dans le temps, dans la durée, mais ce changement, d'une certaine manière, il est déjà programmé. Non, mais ça, on le sait. Alors, est-ce qu'on peut pas… J'ai encore une autre question. Hein, mes questions sont peut-être idiotes, mais j'aime bien. Mais tant pis, c'est pas grave. J'aurais envie de dire, est-ce que d'une certaine manière, le temps, c'est pas aussi malgré nous quelque chose qui s'inscrit dans nos gènes, c'est-à-dire il y a la durée peut nous amener aussi à changer d'un point de vue biologique, en fait. C'est la question que je me pose là. Est-ce que notre organisme, est-ce que nos cellules, est-ce que tout ce qui nous constitue n'est pas modifié aussi par le temps? Mais il a répondu à ça. Il a dit il y a une entropie génétique. On sent mutation qui nous dégénère. Et d'ailleurs, ça amène ma question à Dominique. Quand est-ce que l'humanité va finir? Alors, est-ce qu'on l'a calculé?
Et là, Alors, ça dégénère. justement, c'est ce qui est On intéressant. dégénère, hein, c'est le contraire du progrès. Donc, ça veut dire que ce que dit Dominique, Ouais, tu peux pas balayer ça d'un revers de la main. Enfin, si, je notre comprends ce que espèce tu est veux dire. condamnée. Je comprends ce que tu veux dire, mais Non, mais c'est lui qui dit. Moi, j'apprends ça avec lui. Notre espèce est condamnée. Est-ce qu'on a estimé le temps qu'il nous reste pour l'espèce? Alors, Les je vous renvoie Homo au sapiens, livre ouais. de, Combien de temps il reste? de John Sanford. Alors, Ah. John Sanford, c'est un biologiste, c'est l'inventeur du canon à gènes. Ah. Donc, il a 200 brevets. Enfin, Oula. c'est vraiment quelqu'un qui est indiscutable sur le plan de la génétique et de la biologie moléculaire. Oula. Et il est l'auteur d'un livre traduit en français depuis l'année dernière, Ah. ou depuis 2 ans maintenant, Ah. qui s'appelle L'entropie génétique. Voilà. Bon. Donc qu'on peut trouver assez facilement. Le livre avait déjà une dizaine d'éditions en américain, mais l'édition française a été faite sur la dernière émission et avec participation de John Sanford. Bon, papa. Alors, pour lui, évidemment, l'entropie, c'est un phénomène cumulatif. C'est-à-dire que la dégénérescence, elle est exponentielle. Et c'est-à-dire que la probabilité, c'est comme pour les règles de consanguinité, quoi. Et donc, lui dit, l'humanité n'en a plus que pour quelques centaines de générations. Pour lui, il n'y aura pas plusieurs milliers de générations, mais il y aura quelques centaines de générations. Ah, d'accord. Ça fait un millénaire environ, quoi. Hein, par exemple. Oui, bon. Oui, enfin, Voilà. on ça, peut c'est compter nouveau. 30 ans par génération. Bon. Ça, c'est nouveau. Non, mais c'est intéressant, là. Alors, j'ai une autre question. C'est tout récent. Oui, justement, mais c'est fondamental ce que tu viens de dire, parce que les gens ils ont toujours cette idée du progrès. Cette idée, comme par exemple Hubert Reeves, là, c'est son cheval de bataille, sans arrêt, il dit, ah ben la nature va du simple vers le complexe. Bon, donc autrement, alors j'ai la question, là, tu as dit que tous les organismes vivants étaient complexes pareil. Quand même, j'ai appris ou j'ai su que les virus, justement, c'est des grosses molécules qui ne sont pas tellement si complexes que ça. Mais ce ne sont pas des organismes vivants. Ah, d'accord. Justement. Ils ont besoin de parasiter un organisme vivant. D'accord. Voilà, vous voyez, donc m'adresse à Nadia. Nadia, maintenant, il faut adresser maintenant la discussion dans le sens, pour tout le monde, dans le sens suivant. Comment on peut expliquer qu'une théorie aussi foireuse que le darwinisme ait pu être imposée dans les manuels scolaires, dans l'inconscient collectif de tout le monde, et que les philosophes en question, dommage qu'il n'y a pas les philosophes là, sont où? Pourquoi les philosophes ne se sont pas dressés contre... Parce que, bon, moi je vais parler d'une manière un peu plus claire que Dominique. Dominique, lui, se noie tout le temps dans des tas de références. Mais ce qui est évident pour tout le monde d'un peu logique, c'est pour passer d'une espèce à une autre, il faut beaucoup de mutations, mais qu'elles soient coordonnées entre elles. Donc le hasard ne peut pas intervenir. Le hasard doit être exclu de la vie, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose au hasard, ça va dans le mauvais sens. C'est pour ça, justement, que moi, je suis tout à fait d'accord avec cette histoire d'entropie génétique, que l'espèce humaine est condamnée. Hein. Bon, donc le problème, pour en revenir à la question philosophique actuelle, moi, qui nous concerne directement, c'est comment est-ce que vous avez des moyens d'expliquer. Mais est-ce que ces arguments sont imparables à cette personne-là qui parle d'entropie génétique? Est-ce que ces arguments sont imparables? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment calé pour. Je ne suis pas suffisamment, oui, disons. Non, on ne parle pas de ça, on parle de hasard. Non, maintenant, on a changé la discussion. Oui, mais on ne peut pas sauter du coq à l'âne comme ça, enfin, tu vois. Oui, justement, c'est important. C'est important de se poser les bonnes questions. Le mot essentiel, c'est le mot hasard. D'accord. En science, on ne fait pas de hasard. Voilà. En science, il n'y a pas de hasard. À part, évidemment, les dérives qu'il y a eu en mécanique quantique, ils ont introduit. Alors, il y a certains théoriciens, ils ont introduit le hasard en mécanique quantique, ça a foutu le bazar. Même Einstein, qui n'était pas une lumière, hein, comme je vous le signale. Hein. Donc, même Einstein,
il s'est dressé contre. Il a dit Dieu ne joue pas au dé. Voilà. Et moi, je confirme, alors avec le calcul que j'ai fait en 3 minutes, je vous rappelle que j'ai fait un calcul en 3 minutes qui n'était pas du hasard. Je vous rappelle cette histoire-là, parce que là, c'est vraiment le nœud du problème. C'est que en physique, ce qui s'est passé, c'est que Newton a découvert une loi universelle. Vous êtes au courant de ça. Et cette loi universelle introduit une constante universelle G qui s'applique à toutes les pommes et toutes les lunes. Vous connaissez votre constante universelle de gravitation? Bon. Et alors, il s'est trouvé que, bon, il y a Emmanuel Kant, là, pour en revenir à celui-là, là. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut rien tirer de l'observation qui soit important, qui soit définitif. Il a dit tout se passe dans l'humain, tout ça. Bon, il a commencé à partir dans la subjectivité, et il n'a pas insisté sur le fait qu'il y a 3 concepts fondamentaux primitifs. Il a parlé de l'étendue et du temps, mais il n'a pas parlé de la masse. Or, dans la théorie de Newton, ce qui est important, c'est les masses, les longueurs et les temps. Il y a 3 grandeurs fondamentales. Il y a 3 concepts primitifs. Cet imbécile de Kant n'a pas insisté là-dessus. Il n'a pas analysé la loi de Newton. Il est parti dans des tas de blabla. Alors là, c'est terrible. Et ce qui s'est passé ensuite, je vous le rappelle, parce que visiblement, vous avez l'air de l'oublier, c'est qu'il y a 3 autres constantes qui sont apparues. Il y a eu la vitesse de la lumière. Bon, elle est apparue comme une constante universelle. Il y a la constante quantique H bar de Planck. Et alors ça, il fallait y penser, la masse des particules principales atomiques, l'électron et le proton. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'ont fait les physiciens modernes? Puisqu'il y a 3 concepts de base, il suffit de 3 constantes pour définir une longueur, une masse et un temps. Et ils ont pris donc la constante de Newton, la constante C, la constante quantique. Et ils ont calculé une longueur de Planck qui est 10 puissance moins 35 mètres. Et ils ont dit, c'est la limite inférieure de ce qu'on peut faire. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait en 3 minutes? J'ai remplacé la vitesse lumière, qui est trop petite à l'échelle du cosmos, c'est une tortue. Je l'ai remplacée par quoi? Par la masse de la valeur moyenne de la masse de l'électron et du proton. Et qu'est-ce que j'ai obtenu en 3 minutes? Le demi-rayon de Hubble, la mesure la plus difficile actuelle en science. Ça fait un siècle qu'ils essayent de la mesurer. Et ma valeur elle correspond mieux aux mesures actuelles que ce qu'ils donnent en finale, dans leur théorie. Donc, il faut bien comprendre que ce que j'ai réalisé là, c'est pas du génial, c'est pas du tout du génial. C'est une opération obligatoire, un calcul obligatoire qu'il fallait faire à partir des constantes universelles. Donc, ça fait des années que je vous le dis, vous ne semblez pas réaliser que ça fout tout en l'air, ça remet en question le problème du cosmos que, justement, Emmanuel Kant, là, il a foutu au panier le concept de cosmos. Voilà. Alors, il a mal interprété. Vous voyez ce qui s'est passé? Emmanuel Kant a mal interprété la théorie de Newton. Il a interprété complètement à rebours, parce que la théorie de Newton allait dans le sens du cosmos, comme je l'ai prouvé avec mon calcul. En rajoutant 2 autres constantes, je calcule le rayon de l'univers visible. Voyez l'importance du calcul que vous avez tiré avec ton copain, là, le matheux, là, oui, vous avez fait le calcul. Vous dites, mais tu as un calcul au hasard. C'est pas un calcul au hasard, c'est un calcul obligatoire. Puisque la vitesse lumière était une tortue à l'échelle de l'univers. Quand ils ont envoyé la sonde sur Mars, il y avait 6 minutes aller, 6 minutes retour pour lancer des commandes sur la machine. Alors donc, il fallait à un moment donné, la machine, quand elle a atterri, elle ne pouvait pas agir sur elle. Et Mars, c'est la banlieue cosmique. Quand ils ont envoyé sur Pluton, il y avait 4 heures aller, 4 heures retour. Alors, comment voulez-vous imaginer un cosmos qui se tienne avec une vitesse aussi lente? Mais c'est un raisonnement élémentaire, mon cher Watson, là. Donc, la vitesse lumière, il ne fallait pas la mettre dans les constantes cosmologiques. Il fallait l'enlever tout de suite. Donc, je vous pose une autre question à tout le monde, là. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait ce calcul? Quand je demande à Tasso, puisque Tasso, il a aussi une formation de physicien. De toute façon, ce n'est pas qu'un simple philosophe.
Je demande à Tasso comment tu expliques qu'on n'ait pas fait ce calcul élémentaire obligatoire depuis un siècle. Voilà, paf. La balle est dans ton camp, Tasso. Vaste question. Hein, non, c'est pas cette question, c'est une question fondamentale, puisque ça remet en liste, ça remet en cause, ça remet en selle le cosmos des anciens. Alors, je vous rappelle, je vais faire un petit historique de la le début de la philosophie. Ce qui s'est passé, c'est que les Grecs, ils ont fait, bon, d'abord, ils ont copié sur les Égyptiens, hein, bon, ça c'est clair. Il n'y a pas de miracle grec, hein. Il y a un miracle peut-être égyptien. Bon, ça, c'est une autre question qu'il faudra qu'on débatte. Hein. Mais les Grecs ont parti dans des tas de modèles, mais à la fin, ben, ils ont conclu que ce qui était important, c'est l'idée de cosmos. Et c'est l'école stoïcienne qui a tout bouleversé, ils ont fini là-dessus. Ils ont dit, il n'y a pas de Dieu, ils en avaient marre des dieux, parce qu'ils avaient inventé les dieux au début. Hein. Bon, donc, les dieux, ça n'avance à rien. Donc, ils ont éliminé les dieux de la mythologie, là, et puis donc, ils ont dit, il doit y avoir un cosmos qui règle tout, et ça donne la morale des gens. Quand on sait qu'il y a un cosmos qui est harmonieux, qui dirige tout, ça veut dire qu'il faut vivre en harmonie avec le cosmos. Ça donne les leçons de vie de la philosophie. Voilà. Eh bien, c'est ça, ce concept fondamental qui est rentré dans le langage populaire, parce qu'on dit quelqu'un qui est stoïque, c'est quelqu'un qui admet tout ce qui se passe autour de lui. C'est l'école stoïcienne. Et même plus généralement, dans le langage populaire, on désigne quelqu'un qui est philosophe, c'est qui accepte les malheurs qui lui arrivent. Voilà. Donc vous voyez que la sagesse populaire en sait plus que les fameux philosophes là, que vous avez présentés là, autour de vous, là, hein, Alain et qui sont... Et ton mathématicien qui n'est même pas capable de réaliser qu'il fait un calcul très important, tu as fait le calcul avec lui, vous n'avez pas réalisé l'importance. Moi, j'insiste dessus. Hein. Ça va aller loin. Hein. Attention. Bon, Francis, est-ce qu'on pourrait donner la parole à Dominique? Oui, justement, Tasso, maintenant, il faut qu'il réponde. Comment tu expliques, mon cher Dominique, hein, moi, je suis un peu agressif, c'est normal, mettez-vous à ma place, hein, parce que ça fait des années que ça dure. Hein. Donc, comment tu expliques, Dominique, que ce calcul élémentaire, obligatoire, n'a pas été fait pendant un siècle? Voilà. Je pense que on a attribué trop d'importance à l'algèbre analytique, aux équations, et ce genre d'approche qui est la tienne n'était pas prise en compte. Ils ont quand même fait l'analyse dimensionnelle pour définir la longueur de Planck. C'est comme ça qu'ils prennent trois constantes fondamentales. Oui. Tu le sais, ça. Ils se prennent H bar, G et C. Fallait pas, et pour la cosmologie, il ne faut pas prendre C. Donc, ton argument ne va pas. Ils pratiquent l'analyse dimensionnelle couramment. Enfin, Dominique, tu as quand même une formation de physicien, là. Donc, c'était un calcul obligatoire qui n'a pas été fait. Donc, moi, je donne une explication. Il y a un état de sidération intellectuelle qui est peut-être lié à ce que tu dis, c'est que les mathématiciens ont cherché à prendre le pouvoir. Ça c'est pas faux. Hein. Les mathématiciens ont noyé le poisson, hein. Je peux vous dire. Hein. Donc, on peut laisser peut-être la parole à nos amis. Joël, qu'est-ce que tu en penses? Alors, toi, avec ton modèle des aïons, j'espère que tu retrouves le cosmos. Joël, on t'entend pas, Joël. Mais branche ton micro, Joël. Il n'a pas branché son micro. Bon, on va donner la parole à Jean. Rigaud, tu as peut-être quelque chose t'as peut-être une idée, Rigaud, là-dessus. Comment on en est arrivé à cet état d'abêtissement mondial, philosophiquement et scientifiquement? Quel est ton impression? Est-ce qu'on m'entend? Ah, ça y est, première question. Oui, on t'entend très bien. Vas-y, Jean-François. Merci beaucoup. Eh ben moi, ce que j'en pense, c'est déjà quand Dominique nous parle d'entropie, je pense qu'il y a un manque de précision parce que la formule c'est S est égal à K log de W.
Et une entropie, ça peut être autant positif que négatif. Donc ça, déjà c'est déjà important. Ça se connecte très bien à la thermodynamique. Hein. C'est pas forcément la notion de bordel ou la notion de bazar ou la notion de désordre, peu importe comment on parle. Donc ça, moi je dis qu'il faut faire attention. Après la dame, tout à l'heure, Nadia, elle parlait de vieillissement. Alors le vieillissement pour un être humain ou les êtres vivants, c'est comme un disque dur d'ordinateur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à force de stocker des informations, on a une reproduction cellulaire, et quand la nature elle se reproduit, il y a à chaque fois ce qu'on appelle, comme ce que j'ai appris quand j'étais au lycée technique, on a des erreurs qui sont des erreurs relatives ou des erreurs absolues. Et donc, dans le vivant, qui est une machinerie aussi, d'ailleurs Descartes parlait de machines animaux ou d'animaux machines. Hein. Donc là, il y a comment dire, il y a la notion d'erreur au travers d'un mécanisme que moi j'appellerais un disque dur. Un disque dur. Et sur un disque dur, pour s'en sortir, les disques durs mécaniques, parce qu'avec les disques durs électroniques, c'est meilleur. On effectue une opération qu'on appelle la défragmentation. Donc, on essaye de répartir correctement les données. Et puis après, l'étape d'allocation, pareil, on joue avec ce truc-là. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois ces deux thèmes. Après, j'ai énormément fréquenté Lyndon LaRouche et tout son réseau. J'ai pas la carte de son parti politique, hein, mais ça tient la route. Parce que je suis thermodynamicien, j'ai fait l'escadron de propulsion à Rochefort. J'ai très bien travaillé. C'est pas d'un niveau ingénieur, mais l'aspirant qui était un polytechnicien, les autres vous discutez pas, mais moi je parle. Donc j'ai toujours parlé avec lui. Et c'est lui qui m'a formé, un adjudant. Au niveau de la thermodynamique, de l'aérodynamique, les choses sont simplifiées. Ce ne sont plus des équations différentielles que je vais utiliser, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je suis sorti le premier de la promotion. Maintenant, les équations différentielles, c'est pas mon truc. Hein. Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre. C'est comme Einstein avec ses tenseurs dans ses bouquins. Un tenseur est une nouvelle notion vectorielle. Tout ça pour parler de comment dire ça, de quelque chose qui est en tension. Et j'ai le bouquin sur les tenseurs, ça doit être de Brillouin. J'ai dû acheter ça pour essayer de comprendre et m'en sortir. C'est-à-dire que dans la nature, tout ce qui est dans la nature, c'est comme un chamallow, c'est comme un comment dire ça, c'est comme un caoutchouc, c'est comme un pneu, une chambre à air. C'est comme une chambre à air, c'est pareil. Quoi que ce soit, c'est comme ça. C'est plus ou moins dur, plus ou moins souple, mais tout ça, ça réagit comme ça. Voilà. Donc, j'ai fini par trouver ça. Maintenant, le père Einstein, quand il a eu la thèse de, comment ça s'appelle, de Broglie de 1924, d'après ce que j'ai pu lire, j'ai pu avoir en main, il l'a félicité, il a confirmé qu'on dépassait bien les vitesses de la lumière, mais pas un mobile. C'est pas le mobile qui dépasse la vitesse de la lumière. Ce qui dépasse la vitesse de la lumière, c'est l'onde de phase. Ouais, exact. Alors là, il faut bien le piger, parce que ça, les gens ne le pigent pas. Et moi, je suis un peu, comment dire, je suis un peu haineux, un peu comme Francis. Hein, j'ai un petit peu du mal à me contenir, parce que à l'école, on m'a roulé dans la farine, comme diraient les collègues au boulot, au syndicat. Hein, et puis, arrive un certain moment, tout le monde va se battre. Bon, alors, c'est pas mon cas, mais voilà. Alors ça, donc c'est pour faire le tour de ce que j'ai entendu ce soir. Et puis autre chose aussi,
Dominique, il a parlé de Darwin, mutation, des choses comme ça. Alors, il y a les choses qui viennent de la nature. Et par exemple, en ce moment, il parle de virus, les virus mutants et ça. Mais les chats, les chiens, on appelle ça des bâtards. Moi, je suis un paysan. Je suis quelqu'un de la campagne. Quand les chats, les chiens, nous, on a des chats à la maison. Ils sont toutes les couleurs. Ils sont très beaux, très gentils, les mâles, les femelles. Mais c'est certainement pareil pour les virus, pour les microbes et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, faut savoir une chose, c'est que nous sommes dans le bloc de l'Ouest et on nous fait des injections intellectuelles qui sont gérées par les USA, par les Anglais. Exact. Mais attention. De l'autre côté, quand on fait les barbelés, qu'on passe de l'autre côté et qu'on saute chez les Russes et qu'on saute après, parce que moi, je n'ai pas sauté par là, mais j'étais plus loin. Moi, je vais en Chine. Et puis, mon rêve, c'est d'aller en Corée du Nord. Parce qu'avec ce que je vois à ma télévision, et là-haut, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Parce que j'ai cherché avec Wikipédia, parce que c'est génial. Les jeunes, au lieu de jouer au truc, ils feraient bien mieux de faire de la culture. Moi, j'ai trouvé avec la guerre de Corée, j'ai trouvé le camp de concentration de Harbin, qui est au-dessus, là où je vais, il faut encore du TGV pour monter là-haut, puis il fait froid. Mais à Harbin, l'hiver, comme ça, une aparté, les gens, ils font de la sculpture sur glace. C'est géant. Mais il y a un camp de concentration là. Et le général qui était là, c'était le fils d'un très très riche paysan japonais qui était là. Dans son frigo, dans sa glacière, le monsieur à faire des saletés sur les Américains, sur des communistes, patati et patala. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait les microscopes électroniques allemands, parce que le microscope électronique, c'est monsieur De Broglie, et c'est Jean-Sébastien qui m'a formé, Jean-Sébastien qui m'a expliqué. Ensuite, dans Wikipédia, j'ai trouvé ces deux ingénieurs allemands qui ont fabriqué ça en 1930. Voilà comment ils ont réussi. Ça grossit aux environs de 5 millions de fois. Parce que moi, quand j'étais au collège, j'en ai un microscope optique, un optico. 4000 fois. Qu'est-ce qu'on voit avec 4000 fois? Pas grand-chose. Mais quand on arrive à 5 millions de fois, alors là, et puis après, donc il avait ce matériel-là à Harbin, dans le camp de concentration. Il avait le matériel, il avait les séquenceurs, il a fait des poisons, ce monsieur, ce général, un beau criminel. Il a fait des poisons, toujours de poisons, chimiques, bactériologiques, les virus aussi. Et qui c'est qui a récupéré ça? C'est les Ruskov qui sont arrivés. Mais après, les Américains sont montés dans les galipes. Ouais. Et puis, ils ont fait une négociation, comme toujours. C'est toujours, tu m'en donnes combien et tout. Et voilà. Et c'est pas plus difficile que ça. Et comme les Américains, les Russes, ils avaient besoin d'argent. Les Américains, ils avaient gagné beaucoup d'argent avec la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont récupéré et le général, et son staff, et le matériel. Ils tout récupéré. Voilà. Donc, si on veut savoir ce qu'il en est, il y a l'Ouest et il y a l'Est. Et comment dire ça, ces histoires de mutations, c'est pas des mutations, ce sont des créations de laboratoires, d'industrie. C'est ça ce qui se passe. Moi, je suis depuis 1930 et ça se passe comme ça. Avant, j'en sais strictement rien. Si ce n'est que j'ai trouvé travaux d'un dénommé Louis Boutard, qu'on trouve, d'ailleurs, Dominique, c'est toi qui m'avais expliqué comment faire pour avoir les documents à la Bibliothèque nationale. Je les avais commandés. Il y a des petites mains qui m'ont fait les photocopiages. Il y a 2 tomes. Je les ai récupérés. Et puis, j'ai fait de la philologie. J'ai fait aussi de la traduction. J'ai pris du temps parce qu'en plus, il y a Crombette à l'époque. Il y avait Crombette, que je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Monsieur Crombette, mais je ne sais plus comment. Et voilà. Et c'est là-dedans qu'on s'aperçoit que les Égyptiens, ils fabriquaient la vie
ce qu'il y a en haut de la pyramide, là, c'est une baignoire, en fait. C'est là-dedans que c'était fabriqué. Avec une pile atomique. C'est marqué comme ça. Alors, je sais pas une pile atomique, c'est pas une centrale nucléaire, hein. Quand il parle de pile, c'est parce que c'est un assemblage. Et puis pourquoi que c'est atomique? Parce que il parle d'atome, le tome, une partie de quelque chose. Et, et je pense qu'actuellement, on parlerait avec notre vocabulaire de neutrinos. Et pourquoi? Parce que le neutrinos, si j'ai bien compris, si c'est vrai ce que j'ai lu avec De Broglie, hein, c'est un photon. Un photon, c'est deux neutrinos. Et il faut le couper, ce truc-là. Et quand on coupe, on arrive à récupérer des énergies, des propriétés, des choses comme ça. Voilà. Bon, allez, bon, ça va. Là, on dérive un peu, Jean-François. Là, je ne suis pas sûr que ce que tu dis est correct. Hein. Pour l'exemple des... C'est quelque chose que j'ai... Non, pour le miracle égyptien, il y a une chose qui est certaine, c'est que la hauteur de la pyramide fait peut-être de l'ordre de 137 mètres, mais elle a baissé avec le temps. Elle faisait 146 mètres au départ. Ce qui compte, c'est la pente. Et la pente fait 51 degrés, 51 minutes. C'est exactement la pente du triangle d'or. La pente, elle n'a pas varié. Ah ben ça, faut que tu demandes à Dominique, parce qu'on a déjà parlé de ça quand j'étais plus jeune. Je signale à Dominique et à tout le monde. Je sais pas répondre. La pente du triangle d'or définit le triangle d'or qui établit la relation entre le nombre d'or et le nombre pi, au millième près. Et là c'est sûr qu'il y a un miracle grec. Et ça, on ne sait pas comment ils ont pu faire ça. Qu'est-ce que tu entends par miracle grec? Je n'ai pas compris, désolé. Non, le miracle égyptien, je veux dire. Pardon, oui. Non, excuse-moi. Oui, mais tu veux dire quoi par miracle, hein? Comment tu veux faire une pyramide à base carrée parfaite, à la minute d'angle près, bien orientée, etc., et avec une hauteur qui est si bien définie, qui définit le triangle d'or. C'est pas du hasard. Et les gens, ils croient au hasard toujours. Ça, c'est peut-être une des réponses. Ah non, moi, je suis désolé. Moi, ma position, c'est pas de hasard. Hein. Oui, non. Et les gens, le théodolite, les façons de viser, ça existe depuis très longtemps. Hein. C'est comme pour se repérer. Avec les étoiles. Se repérer avec les étoiles. Non, Jean-François, il y a de la friture. Il y a de la friture sur les lignes. Dis donc, Jacques, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la friture quelque part, là. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une radio allumée ou quelque chose qui fait du bruit. Tu peux baisser un petit peu la télévision? Parce que j'entends pas, je suis avec mon casque, moi, donc j'entends rien, là. Elle a branché la télé, mais tu lui dis d'arrêter, là, on parle sérieusement. Oui, il y a de la musique. Il y a de la musique en fond, là. C'est vrai que c'est pénible. Non, bref, alors, donc, je réponds, donc, à la place de Dominique, je vais te répondre sur l'entropie. Jean-François, écoute bien, je vais te dire. Oui, j'écoute, il n'y a pas de problème. Écoute bien. Quand on laisse les choses au hasard, ça se dégrade. Jamais ça se regrade. Bon. Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Non, justement. Ouais, vas-y, je suis pas d'accord. Je vais te donner un exemple. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais moi, je vais te donner un exemple très précis. Vas-y. Hein? Il écoute. Si l'univers ne subissait pas une récession galactique, il serait fixe, constant, il serait permanent, disons, c'est pas le mot, il serait immobile. Si l'univers était immobile, les soleils mourraient, ils ne seraient pas remplacés. Et c'est pour ça que l'univers a introduit la récession galactique. Parce que les galaxies qui sont vieilles sont repoussées et il y a des bébés galaxies qui apparaissent. Voilà la véritable explication de la récession galactique. Ce n'est pas une expansion de l'univers comme on vous a martelé, on vous a menti depuis le début. Et justement, pour pallier cette loi de l'entropie qui dit que le hasard dégrade tout, c'est ce que Dominique a bien dit, avec la récession actuellement, notre espèce est en train de se dégrader, au lieu que ça soit un progrès, on se dégrade. Eh bien, donc ça veut dire que, ça explique ici, contrairement à l'idée du Big Bang, qui est l'explosion universelle, il y a une autre explication beaucoup plus simple pour la récession galactique. Voilà, donc je réponds à la question à la place de Dominique. Et peut-être Dominique veut répondre autre chose sur cette entropie génétique. Qu'est-ce que tu peux préciser, Dominique, à notre ami Jean-François là?
Oui, pour le monsieur sur l'entropie, non, il peut y avoir des mutations positives. Dis-lui d'arrêter cette télé, l'autre, là, Jean-François. On n'entend plus Dominique. Dis-lui d'arrêter, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que là, vous entendez? Oh. Bon, une mutation, c'est une erreur de copie. Voilà. Ah, voilà. La probabilité pour qu'une erreur de copie crée un poème de Victor Hugo, Voilà. elle est infime. Bon. Voilà. Par contre, la probabilité pour qu'une mutation dégrade la qualité d'un texte, elle est très importante. Hein. Voilà. C'est pour ça que l'entropie génétique a un effet régressif. Voilà. Ça n'est pas parce qu'il ne pourrait pas exister des mutations positives, et c'est parce que la probabilité qu'une mutation soit positive, elle est infime par rapport aux mutations négatives. Voilà. Alors, donc, il y a une autre question pour Dominique, là, qui est très importante. Est-ce que dans le passé, il y a quand même eu de nouvelles... Est-ce que je peux intervenir là? Ah bah, t'étais où, Nadia, là? Oui, à propos des mutations négatives et positives. On voit plus ton chat, là. T'es où avec ton chat? Je suis parti dans le petit coin, c'est pour ça que je me suis un peu sauvé là. Oui, alors simplement pour les mutations négatives, positives, enfin, il y a peu de chances pour qu'elles soient positives plus qu'elles soient négatives. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça. Parce que moi, j'avais l'impression plutôt que c'était positif, c'est-à-dire. Attends, mais est-ce que je peux terminer la question de l'adaptation. Pourquoi tu as dit que ça peut aller que dans des mauvais sens, les mutations sur les disques interformatiques? Ça va toujours dans le mauvais sens, hein, n'est-ce pas, Jean-François? Quand tu as des erreurs de copie, Jean-François, réponds. T'es là? Il n'écoute plus, l'autre. Oh, dans les disques informatiques, il y a des erreurs de copie et ça ne va pas dans le bon sens. C'est bon. Oui, Jean-François. On m'entend pas. Oui. Écoute, on a une question pour toi. Oui. Quand il y a une erreur de copie dans les est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Souvent, c'est dans le mauvais sens. Hein. Ah, bah, explique ça, Nadia, elle ne comprend pas. Oui, mais enfin, on ne peut pas comparer l'être humain. Voilà. Alors, je vais donner une information. Il ne faut pas tout mélanger quand même. Hein. Mais on ne mélange pas tout. Jean-François a trouvé une très bonne image qu'on va sélectionner pour notre best-seller. J'en sais rien. Moi, ça me paraît quand même très éloigné. Là. Je pense que les comparaisons sont pas bonnes. Hein. Et le copiage génétique, c'est exactement comme les disques durs. Il a raison, le Jean-François. Ah, le copiage génétique. Moi, de toute façon, les clones. Je peux redire ce que j'ai lu pour la science dans les années en 1987-88. J'avais trouvé ça là. Et chez Belin, aux éditions Belin. Je ne sais pas si on peut retrouver les bouquins là-dedans. Et en plus, ça se connecte très bien avec la thermodynamique. Bon, voilà. Donc là, c'est la loi du hasard. C'est les lois du hasard. Quand vous faites des choses au hasard, ben, ça ne marche pas, c'est tout. Oh. Alors, je voudrais quand même donner raison ou faire droit à l'objection de Nadia. C'est-à-dire que, justement, comme il peut y avoir des mutations positives, alors tout dépend de ce qu'on appelle positif, pour une mutation, on a utilisé la mutagénèse pour créer des variétés d'arbres, de plantes, d'animaux, etc. Les résultats, par exemple, en plantes d'appartement ou en plantes décoratives, on a réussi à créer des plantes avec des effets décoratifs intéressants. Donc ça a été conservé, si on veut. Maintenant, on a réussi à faire des mandarines sans pépins. Donc ça, c'est positif du point de vue de celui qui mange la mandarine. Mais ce n'est pas positif du point de vue de la survie de l'espèce. Parce que là, on a une espèce qui est complètement artificielle, dont la reproduction est artificielle. Un peu comme les hybrides, d'ailleurs. Mais donc, c'est pour vous dire que la mutagénèse a été développée et elle est
abandonné. Parce qu'on n'a pas, à part cet exemple de mandarines et de plantes décoratives, en ce qui concerne ce qui est utile à l'homme, hein, même Oui, mais ça, c'est en de la vie. réduisant Non, la notion de positif à ce qui est utile à l'homme et pas ça- ce qui est utile à l'espèce. oui, mais ça concerne la micro-évolution, tu es bien d'accord? Ah ben oui, bien sûr. Ah, De toute ben façon, voilà, non, mais il ne faut pas mélanger. existe, Hein. c'est la seule Ah, qui existe. voilà. Bon, attends, ben, je crois que Sylvie a une question à poser. Nadia, donne la parole à Bon, Sylvie. écoute, je te remercie en tout cas pour avoir répondu à ma question. Sylvie, je ne sais pas, est-ce qu'elle est là, Sylvie, Oui, déjà? elle a demandé la parole. J'ai vu son message. Ah oui, bah moi je la vois pas, moi, Sylvie. Sylvie, Sylvie, on veut bien que tu prennes la parole. voilà. Parle. Elle demande la parole. Vas-y, Sylvie, on t'écoute. Moi, je la vois pas en tout cas. Oui, j'ai vu son message, elle demande la parole, puis elle ne parle pas, si tu veux que je te dise. Bon, on va passer à Joël. Ah, Joël, est-ce que tu parles? Joël, t'as ton micro? Oh, Joël est complètement perdu, comme d'habitude. Hein. Oh, l'informatique, franchement. Hein. T'as vu en plein 21e siècle, vous voyez le niveau des informatiques. Mes Joël, amis, juste un mot. C'est pas ah. exactement. Voilà, c'est vrai que j'ai trouvé l'exposé passionnant. Ah. Mais ce qu'on fait toujours dans ce genre de causerie, c'est que ça se termine en gros par un thème beaucoup plus circonscrit à discuter. Alors il y a eu pourtant beaucoup de pistes dans l'exposé, notamment qu'est-ce que la notion d'adaptation en sciences sociales, en essayant de faire une comparaison. Alors moi je voudrais simplement, donc sinon c'est vrai qu'on a tendance à se disperser. Alors la question que je voudrais poser, je ne sais pas si elle est exactement dans le sujet. Moi, il y a un phénomène qui me frappe depuis ma tendre enfance. C'est quoi? La scansion des applaudissements dans une salle de spectacle. C'est-à-dire que nécessairement dans une salle de concert, alors que tout le monde a commencé à applaudir, dans un délai qui est probablement proportionnel au nombre de gens qui applaudissent, et puis éventuellement à leur recherche eux-mêmes de la scansion arrive alors qu'elle est de la volonté de chacun. Et donc c'est vraiment des processus qui se développent tout seuls et qui aboutissent bien quand même à de l'organisation. C'est pas systématiquement. Alors ça dépend ce qu'on appelle chaos. Alors je me demande moi si on peut penser que dans cette évolution on va vers une organisation. Est-ce que d'ailleurs je sais même pas si les ruches n'ont pas une histoire qui aurait abouti à cette organisation. Voilà, ça c'est un peu ce que, sachant que quand on parle d'adaptation, s'il y avait plus de lumière, les plus adaptés seraient des aveugles. C'est pas, ça ne peut rien avoir de commun avec une justification de politique. Jamais d'ailleurs c'est des choix politiques, le fait de dire on va faire de l'eugénisme, ou c'est pas une démarche scientifique, c'est une démarche exclusivement idéologique, la démarche politique. Et c'est bien. Enfin, alors simplement voilà ma question. Est-ce que l'évolution continue? Qu'est-ce qu'on peut dire des événements actuellement qui s'accélèrent quand même? On a l'impression d'arriver vers une robotisation, une accélération des mégalopoles et des concentrations de gros groupes. Est-ce que c'est un schéma qui ressemble à l'évolution des espèces? Bon, vas-y, Dominique, réponds là. Oui, alors, le mot important, c'était organisation. Ah. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la complexité, y compris la complexité de la cellule. Et justement, c'est une complexité organisée. Ah. Il n'y a de vie que organisée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas évacuer la finalité. C'est parce que c'est la finalité qui explique le fonctionnement
de cette complexité organisée qu'il y a, aussi bien à l'intérieur de la cellule que dans n'importe quel être vivant. L'oiseau. Mais ça, c'est complètement téléologique, ce que tu dis. Bah, Il peut très bien, enfin, en tout cas, l'organisation ne jaillit pas forcément d'une intention, parce que non. le fonctionnement le Ou alors système immunitaire. c'est très idéaliste, très idéaliste. On parle beaucoup d'immunité en ce moment. Le système immunitaire, c'est un système qui fonctionne de façon finalisée. Non. Il identifie. Il n'y a pas d'intention. Il y a de l'information. La finalité, c'est un but. Oui, c'est une organisation, mais il n'y a pas de but. Finalité, c'est un but. Oui, mais justement. Une finalité, c'est un but. La finalité. Alors, non. Le système immunitaire, il fonctionne en séparant le soi et le non-soi. Et après avoir identifié l'intrus, si on veut, il le classe en antigène ou au contraire substance soi, et il réagit en fonction du classement. Donc ça c'est une action intelligente, et agir intelligemment, c'est agir en vue d'une fin. Donc l'intelligence du vivant, c'est synonyme de la finalité du vivant. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'intelligence dans ce cas-là Il y avait un chef de Excuse-moi, je t'interromps là. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence, Dominique, dans ce cas-là? Parce que l'intelligence, c'est quand même autre chose, non? C'est pas. L'intelligence, c'est le contraire du hasard. Voilà. C'est Claude Bernard qui est l'inventeur de la physiologie. Il utilise le terme d'intelligence. La médecine expérimentale, donc c'est quand même un grand nom de la science européenne. Oui, bien sûr. Et il a développé cette notion d'intelligence intentionnelle. Voilà. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que pour lui, le vivant manifeste une intelligence intentionnelle. Et c'est le contraire du hasard. Voilà. Les Américains, avec l'intelligent design, ils ne font qu'une ressucée de ce qui était chez Claude Bernard. Est-ce que vous avez entendu parler de la téléonomie et de la différence entre téléonomie et téléologie? Alors, beaucoup de biologistes ne voulaient pas utiliser la notion de finalité. Alors, on invente d'autres mots. Alors, ça peut être effectivement la théonomie. Alors là, c'est chez Monod. Jacques Monod utilise le mot théonomie, et Jacob aussi d'ailleurs. On a parlé de... disons, on a utilisé des synonymes pour ne pas utiliser le mot finalité qui faisait peur, tout en disant la même chose. Voilà. Le fait, il demeure. C'est que si on prend un oiseau, l'oiseau est fait pour voler. Tout dans l'oiseau, toutes les caractéristiques qui font qu'un oiseau est différent d'un reptile ou différent d'un homme, par exemple, c'est lié au vol. Par exemple, alors une chose assez amusant, c'est que l'oiseau, alors il n'est pas le seul, hein, mais l'oiseau pond des œufs. Et l'oiseau est extrêmement léger. Hein, la plume est légère, etc. Bon, etc. Les os sont creux. Le système cardiaque de l'oiseau bat à une très grande vitesse de façon à avoir un tout petit cœur par rapport à l'animal, etc. Bon, autrement dit, le vol et la légèreté expliquent. Hein. Qu'est-ce que veut dire expliquer? Mais expliquer, ça veut dire comprendre par l'intelligence, comprendre intelligemment. Alors, une particularité des mammifères, c'est qu'ils sont généralement placentaires, c'est-à-dire que quand une femme est grosse, en espagnol, on dit qu'elle est embarazada, hein, parce que c'est embarrassant, ça fait du poids. Ouais. Et évidemment, la mère oiseau, si elle était obligée de transporter son petit, elle n'y arriverait pas.
Ouais. Donc, elle pond des œufs et l'œuf reste au nid et la mère oiseau peut se promener. Bon. Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire qui est en rapport avec une finalité qui est le vol. Ouais. Donc, l'oiseau est fait pour voler et Lamarck qui avait raison là. Oui, parce que Darwin dit le contraire. Darwin dit l'oiseau vole parce qu'il a des ailes. Le problème, c'est Oui. que comment fait-on? Alors surtout, parce qu'une aile, quand on regarde d'un peu près comment c'est fait, comment ça fonctionne, c'est d'une prodigieuse complexité. Hein. Ah. Et parce que il faut que l'aile, quand elle monte, elle laisse passer l'air, et quand elle s'abaisse, elle soit imperméable pour créer de la portance. Donc ça suppose que alors il y a les plumes, les barbes, Ouais, mais les alors, crochets, etc. Donc Dominique, c'est très compliqué. ouais, mais c'est parce que c'est une question de vitesse. Ça, cette chose-là, si l'oiseau volait beaucoup plus vite, hein, ça ne fonctionne pas. C'est un vol lenticulaire. Les vols qui sont plus lenticulaires, c'est les vols que l'être humain fait. Et si on regarde les planeurs, les premiers planeurs, Oui, ils Trésor. ressemblent à des ailes d'oiseau. Oui, mon bébé, oui. On s'éloigne. Oh, oui, mon bébé. Joël veut prendre la parole. Nadia, donne-lui la parole à Joël. Bon, Joël, hein, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Ah, si je peux, vous m'entendez là? Ah oui, Ah, ça y est. bon, voilà. Ah Qu'est-ce ouais, que je tu- suis sorti puis je suis revenu. Oh, alors, qu'est-ce que tu dis? Ah, bah, moi j'ai trouvé un truc intéressant sur Internet. Ah. Pour ceux qui sont... moi je suis de formation biologiste. Hein. Ah. Et ceux qui sont pro-évolutionnistes, enfin pro-Darwin, ils disent donc il y a plusieurs preuves. Première preuve, c'est la manière dont les êtres humains ont modelé les espèces. Mais ça, c'est pas du hasard. Vous êtes d'accord? La deuxième preuve, ça concerne la dérive des continents et la façon dont les espèces se sont adaptées de manière isolée. Donc les mêmes espèces ont évolué de manière différente. Sauf que la dérive des continents, ben, c'est super long. Et les espèces, par exemple les éléphants, ils ne sont pas très différents. Hein. La troisième preuve, c'est la lutte pour la vie. Mais ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la concurrence entre espèces, c'est plutôt le bazar. Ça a plutôt tendance à tuer les variations génétiques, non? Ensuite, une autre preuve, une cinquième preuve, c'est donc la variation naturelle des espèces, mais ça, on ne l'observe pas sur une durée longue. Et la cinquième preuve, c'est l'évolution embryonnaire. Effectivement, mais c'est pas une preuve pour moi, c'est pas une preuve. L'évolution embryonnaire, c'est pas une preuve d'évolution, c'est une preuve d'espèces, que les espèces sont différentes, mais c'est pas forcément une preuve d'évolution. Donc pour moi, je suis assez partagé, en fait, mon opinion, je suis partagé. Pour moi, il y a à boire et à manger. Je pense qu'on ne peut pas attribuer ça au hasard, et en même temps, le hasard fait parfois bien les choses. Ah ben, tu nous donneras des exemples. Vas-y, réponds. Alors. Voilà, notre ami, il donne des arguments pour le darwinisme. Alors, vas-y, réponds. Oui. Voilà. Oui, une chose intéressante, c'est à propos de la lutte pour la vie. Et donc Joël a bien fait mis en évidence la notion à l'intérieur de l'espèce ou entre espèces. Le problème, c'est que la lutte pour la vie réelle, elle est entre espèces. C'est la proie et le prédateur. Et les équilibres démographiques qui se font entre proie et prédateur. Or, la lutte pour la vie darwinienne, elle devrait se produire à l'intérieur de l'espèce pour éliminer la variété moins apte. Or, le fonctionnement de l'espèce, il fonctionne par équilibre.
Alors ça a été très bien étudié par Konrad Lorenz, Ah. sur en particulier les combats des chiens de prairie dans les grandes plaines américaines. Bon, les chiens de prairie, c'est une espèce de lapin, si on veut. Ouais. Alors, il y a les gros, il y en a qui sont plus gros et d'autres qui sont plus petits. Ah, voilà. Dans les combats, évidemment, le plus gros l'emporte sur le plus petit. Ah, c'est Ça, normal. intuitivement, c'est ce qu'on peut conclure. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la nature. Alors, les chiens de prairie, ils vivent par couple et au printemps, il y a des combats qui visent à répartir les territoires. Et alors là, il y a un phénomène qui joue, qui est l'agressivité. C'est-à-dire que celui qui s'éloigne du centre de son territoire, son agressivité diminue et son instinct de fuite augmente. Celui qui se rapproche du centre de son territoire, un peu comme les footballs, quand on est sur ce terrain, évidemment, on ne veut pas perdre devant tous les petits copains qui regardent. Donc, quand on se rapproche du centre du territoire, l'instinct de fuite diminue et l'agressivité augmente. Le résultat des courses, c'est qu'entre le grand chien et le petit chien, il y aura un équilibre. Alors, le petit chien va se retrouver avec un territoire plus petit, mais il a aussi des besoins moindres. Et donc, on voit bien que la nature fonctionne par équilibre. Et donc, la lutte pour la vie, la lutte au sein de l'espèce, ce n'est pas une lutte pour la vie, c'est une lutte pour les territoires, c'est une lutte pour les femelles, et c'est un facteur d'équilibre. Donc, ça n'a rien à voir avec l'évolution. Voilà. Ça a répondu à tes questions, Joël? Bah, je n'ai pas répondu aux 5 questions, mais je veux dire, Ouais. je crois que ce que Joël a dit est très, très intéressant. On pourrait développer, mais ça. Bon, bref, alors, donc, je vais conclure là-dessus. Notre ami Dominique, hein, sa modestie qui vient de sortir un bouquin sur 100 questions sur le darwinisme. Oui, hein. mais il n'est pas sorti, le bouquin. Non, mais il va sortir. L'éditeur traîne. Voilà, il traîne pour des raisons mystérieuses encore. Bon, bref. Non, Donc, le Covid. il est incollable. Donc, si vous avez d'autres questions, préparez-les pour la prochaine séance, hein, parce que là, le sujet est tellement chaud, je pense qu'il va falloir qu'on en reparle, que vous y réfléchissiez déjà pendant un mois. Parce que tout ce qu'on vous a appris, c'était faux. Hein. Bon, écoute, Francis, moi, je dois dire que j'aurais bien aimé justement lire le livre de notre ami Dominique avant Il n'est pas sorti encore. Oh. Ben oui, mais c'est bien dommage. Je pense qu'il va sortir. Normalement, il sort au mois d'avril. Bon, d'accord. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est allé un peu dans tous les sens, hein, il faut bien le dire. Il y avait beaucoup de choses à... Non. Le sujet en question, c'est la véracité de la science actuelle et de la philosophie actuelle. Hein. D'accord. Le darwinisme est un exemple, c'est un contre-exemple pour vous montrer que la science actuelle est complètement farfelue. Hein. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas été absolument convaincu, je dois dire. Non, mais pas convaincant. Hein. T'as des arguments. Mais non. C'est peut-être parce que non. Mais il parle trop calme, il est comme ça. Il faut que tu sois plus véhément, toi. Sinon, non, je pense que la véhémence ne change rien à la conviction ou non. Si, parce que il a parlé de combativité. Celui qui est dans son territoire, il devient très combatif. C'est ce qui explique des fois que moi, j'ai certains comportements que j'ai. Mais c'est normal, parce que moi, je suis dans mon territoire actuellement, c'est la science, et maintenant, je déborde sur la philosophie, et je vois qu'il y a eu des catastrophes historiques. D'ailleurs, peut-être qu'on va demander à Tasso, qu'est-ce que tu penses de l'apport de Immanuel Kant en philosophie? Demandez-lui. Vas-y. Bon. Est-ce que je pourrais dire 2 mots avant je pourrais peut-être à ce moment-là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, on s'est tous posé des questions. Je veux dire, moi personnellement, j'ai pas gobé la théorie darwinienne. Voilà. Je me posais des grandes questions. Je me dis, c'est quand même incroyable tous ces bons qu'on a pu faire à travers les siècles, les millénaires pour arriver à ce que nous sommes. Et cette question de l'adaptation, moi, ça me semblait pas forcément quelque chose d'évident quand j'étais adolescente.
et qu'on nous expliquait tout ça, quoi. Donc non, je suis pas particulièrement contre cette idée. Simplement, bon, je pense qu'il faut argumenter, il faut connaître son sujet un peu mieux que je ne le connais là. Bon, après, pour ce que tu disais sur le hasard, je pense qu'en effet, il n'y a pas de hasard. Je pense que les lois dans la nature, on dit d'ailleurs les lois de la nature, on les découvre, elles existent. Donc il n'y a pas de hasard. Elles sont bel et bien là, ces lois. Donc oui, enfin on peut s'interroger, mais il faudrait partir d'une base de façon à ne pas. Moi j'aime bien qu'on problématise, j'aime bien qu'on réfléchisse à partir d'une question. À partir d'une problématique, et ça pourrait être comme ça qu'on pourrait envisager la prochaine discussion. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a été un petit peu dans tous les sens. Je propose la problématique suivante. Comment on en est arrivé là? Ça vous plaît comme question? Oui, mais ça Parce que là, vous supposerait... voyez bien, aussi bien en darwinisme qu'en cosmologie, c'est le bazar, hein, le plus et en médical aussi. Hein. Bon, puisqu'on a des exemples parmi nous, vous voyez bien que le système médical, ça déconne. Mais là, il y a des questions politiques, économiques. Oui, alors j'étais pas d'accord avec ce que disait Sylvie tout à l'heure, par exemple, quand elle disait je comprends pas pourquoi lier le politique finalement à ces théories d'évolution. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Je pense en effet les grands mots de notre époque ou des époques antérieures sont probablement liés justement à cette idée de l'adaptation. C'est le plus fort qui doit finalement l'emporter. C'est des lapalissades. Le néolibéralisme, à mon avis, naît probablement de cette théorie. Non, ça, c'est des phrases passe-partout, comme le hasard fait bien les choses. Vous avez déjà vu un hasard qui fait bien les choses, vous? Vous n'avez qu'à pas ranger votre chambre pendant un mois, vous allez voir le bordel comme c'est, comme chez Dominique. Regarde le fouillis qui fait. Non, mais franchement, hein, regarde-moi comme c'est bien rangé, t'as vu? Voilà, pas tout. Chaque bouquin est à sa place, hein. Regardez. Le pauvre Dominique, arrête de l'embêter. Non, Dominique, non, mais il a raison. J'aime bien Dominique, parce qu'il a trop de boulot, je le comprends, il se dirige d'une station de radio, il fait pas n'importe quoi, il vient de faire... Il dirige quelle station de radio? Quelle est la station de radio? Où j'ai parlé oui, c'est vrai. J'ai expliqué que le concept de cosmos avait été oublié volontairement par un certain Emmanuel Kant et que tous les autres, ils ont suivi. Donc, moi, je vous propose, comme Nadia, je te propose comme interrogation pour la fois prochaine, parce que là, il va falloir y aller, parce qu'il y a le maintenant. Donc, comment on a pu en arriver à une telle aberration? Bon, pour le darwinisme, vous pouvez ne pas être complètement convaincu, mais pour la cosmologie, vous êtes obligé d'être convaincu. Parce que ce calcul 3 minutes, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut vérifier. Vous n'avez pas besoin de faire des drosophiles ou tout ça. Vous prenez une calculette scientifique. Vous prenez H-bar, hein, constante de Planck, vous la trouvez dans l'Internet. Le G, constante de Newton, vous la trouvez. Et la masse moyenne, électron, proton, neutron, et à partir de là, vous déduisez une seule formule pour déduire une distance. C'est H-bar 2 sur G, M cube. M est au cube, justement les 3 particules. Et vous trouvez le demi-rayon de Hubble. Voilà, vous y êtes là. Donc, la question que je pose, donc que je vous propose, tu me dis si tu es d'accord, enfin, on peut peut-être en décider plus tard, mais moi, je soumets ça à l'ensemble du peuple, c'est comment on a pu arriver à cette aberration qu'un calcul aussi élémentaire qui rétablit toute l'origine de la philosophie qui est cosmique, hein, parce que Emmanuel Kant, il a séparé le sujet et l'objet, hein, Dominique. C'est moi, hein. Emmanuel Kant, il a dit on ne peut pas réduire l'univers, c'est différent. Bon, il a tout séparé. Alors que le sujet fait partie de l'univers. Par exemple, il y a un imbécile qui s'appelait Heger. Ah non, la con comme ça. Bon. C'est ce qu'il a dit. Il a dit comment ça se fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Alors que ce n'est pas ça qu'il fallait dire. Comment que ça se fait qu'il n'y a pas rien plutôt que quelque chose? Joël aimerait prendre la parole. Est-ce qu'on pourrait le laisser s'exprimer? Tu as quelque chose à préciser, Joël? Ouais, bah moi j'ai préparé mon truc dans mon coin, donc je peux présenter un truc aussi. Non, mais ça serait sympa, ouais. C'est prêt ton truc? Tu as préparé quelque chose? Ouais, bon, ben, d'accord. Moi c'est prêt, mais... Prochain coup, on laisse Joël nous exposer son... Sinon, ce sera la fois d'après, mais c'est vous qui voyez. Oui, alors c'était quoi le sujet que tu as préparé? Il a un modèle. J'ai revu un peu le titre, donc pour moi, ce sera les particules numériques. Particules numériques. Bah, dis donc. C'est corsé tout ça. Hein.
Bon, enfin, moi, je voudrais qu'on revienne quand même sur le darwinisme, sur l'évolution, Je n'ai pas et convaincu. qu'on essaye, et qu'on essaye de discuter autour d'une problématique, hein. Et donc, si Dominique pouvait, enfin, acceptait, bien entendu, de le faire, peut-être pas la fois prochaine, mais dans, dans un mois ou deux, je pense que ça serait vraiment pas mal. Parce que là, pour le coup, on a à peine effleuré le sujet, quoi, hein. Et surtout, c'est allé un petit peu dans tous les sens. Moi, pour moi, j'ai eu du mal, en fait, à suivre un peu la discussion, hein. C'était très riche, il y avait plein de choses intéressantes, mais je n'ai pas forcément vu de fil conducteur, en fait. Si, Voilà. le fil conducteur, c'est le hasard qui n'existe pas et qu'on vous a bourré le mou avec. Il y a un Oui. fil conducteur. Hein. Voilà. Donc, la question, ça serait, Est-ce que le hasard, oui, c'est le hasard. Voilà. Est-ce que le hasard joue un rôle en science ou en philosophie? Ouais. Bah, si. Oui, sur la question de hasard. Le mot hasard en arabe, ça vient du mot azhar qui veut dire une opportunité, une chance, hein. Donc, Voilà. le mot hasard a un sens, hein, D'accord, mais enfin, c'est-à-dire, en parlant c'est pas le hasard tel qu'on on l'entend en Occident, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait de nulle part, je sais pas, comment on appelle ça, un événement, voilà, qui surviendrait sans aucune cause. Au contraire, le mot hasard, ça serait plutôt quelque chose qui serait lié à, au contraire, une forme alors je sais pas, Mais non, le hasard pur, de rien. déterminisme ou de Non, quelque le chose hasard, comme c'est le ça. contraire du déterminisme. Ah, ça y est, voilà les philosophes qui. J'entends pas la terminologie, hein. Le mot Non, a le changé de hasard sens. pur. Non, mais justement. Le mot a changé de sens. Non, j'ai regardé la philosophie, j'ai regardé un peu. Les philosophes, ils n'arrêtent pas de mal définir leurs mots. Hein. Bon. Donc, par exemple, le réalisme, tout ça, réalisme, ça consiste à croire à la réalité des idées. Donc, en fait, c'est un idéalisme. Ils appellent réalisme un idéalisme. Bon, bref, on ne s'en sort pas dans la philosophie actuelle. Catastrophique. Mais donc, si j'ai bien compris, alors je reviens vers Dominique. Si j'ai bien compris, Dominique, ton sujet, c'était le hasard n'existe pas. Voilà. C'était ça ton sujet. Oui, c'est ça, il n'a pas osé le dire. Disons, effectivement, enfin, de toute façon. Désolé, je suis obligé de vous couper. Et je m'en vais. Oui, allez, je quitte l'émission là. Merci pour les questions. Je reviendrai la prochaine fois. Salut Jean-François. Puis, et bon appétit. Merci de ta présence. À bientôt. La table est mise. Hein, tu peux y aller. Et tu dis que d'arrêter de parler en chinois parce que ça m'énerve. Voilà. Je voulais dire, à partir du moment où il n'y a pas d'abord un accord sur le. C'est mon interprète. On n'est pas dans la science. Donc, si on peut changer le sens du mot hasard, et puis à ce moment-là, on va découvrir des perspectives intéressantes, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de la démarche scientifique, et c'est pour ça que le mot évolution, avec des définitions multiples, montre qu'on n'est pas exactement dans la science. On est dans quelque chose de plus vaste, et c'est pour ça que comme ça touche la vision du monde, c'est très difficile de faire évoluer sa propre opinion sur le sujet. Moi, actuellement, je ne suis pas évolutionniste, mais je l'ai été. J'y ai cru. Seulement, justement, pourquoi emploie-t-on le mot croire à l'évolution, dans un domaine où on ne devrait pas croire, on devrait savoir ou ne pas savoir. Mais c'est pas, on ne devrait pas utiliser et on devrait pas utiliser le conditionnel dans des textes scientifiques. Or, si on lit la littérature biologique inspirée par l'évolutionnisme, il y a tout le temps le conditionnel. Oui. Bon, ce qui te gêne dans le fond, dans cette démarche des évolutionnistes, c'est la certitude, en fait. Il n'y a pas de doute possible. En fait, ce sont des croyances, mais la science, j'allais dire, est aussi une croyance. Hein. Peut-être qu'il faudrait voir aussi la science comme étant une croyance également, tu vois. La science actuelle, elle déconne complètement. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a forcément une dimension de confiance dans le travail des autres. Parce qu'on ne peut pas refaire toutes les expériences. Hein, on ne peut pas
s'amuser à... Donc évidemment, le système est fondé sur les publications et la confiance dans les publications des autres. Non, mais c'est le Ceci étant, consensus. Oui, non, mais attends, Dominique, tu parles du consensus scientifique, c'est une catastrophe. Hein. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, voilà, non, mais tu l'as mal dit. Hein. Bon, Mais- il faut insister là-dessus. Parce qu'ils vous disent que tous les scientifiques sont d'accord sur le réchauffement climatique. Ça, on n'en a pas parlé. Tiens, c'est bizarre, ça. On n'a pas parlé du réchauffement climatique. C'est encore un consensus qui est faux. Voilà. La température, elle n'a pas bougé depuis 10 ans. Ils le savent dans le GIEC, mais ils n'osent pas le publier. La température, elle ne bouge plus. Mais d'où vous êtes, là, les enfants, là? Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. À la fin du débat, j'ai enfin compris quelle était finalement la finalité de cette discussion. C'était bon, est-ce qu'on peut considérer que l'évolution relève de la science ou c'est simplement une croyance et en fait, finalement, c'est le constat que tu fais, c'est qu'on est plutôt dans des croyances plus que dans de la science. Voilà, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de me dire. C'est Voilà. une grille de lecture des Oui. faits de la biologie qui a été adoptée au 19e siècle parce qu'il y avait le mythe du progrès. Donc les gens voilà. assez spontanément adoptaient cette grille de lecture. Mais justement, ça n'est pas proprement de la science. Et le mieux, si on veut vraiment progresser scientifiquement, c'est plutôt d'écarter ce genre de préjugés. Mais j'entendais Étienne Klein il n'y a pas si longtemps que ça. À un moment, il dit là dans cette situation-là, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il dit dans cette situation-là, je suis dans un état quantique. Alors, je voulais bien, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. En fait, il a pris l'exemple d'un, parce qu'il s'intéresse beaucoup à un certain nombre de sujets scientifiques, et il dit, bon, alors, il y avait le pour et le contre. Il y avait un type qui avait écrit un papier très intéressant, argumenté, etc., en disant, voilà, un certain nombre de choses. Et après avoir lu cet article-là, il s'est dit, bon, bah, il a tout à fait raison, il est formidable, ce type, je suis d'accord avec lui. Et il lit l'autre article, et là, c'est pareil, il trouve que les arguments sont formidables, il est convaincu, et il dit, mais oui, c'est formidable, moi, je suis d'accord avec lui. En fait, il était dans une situation où, dans le fond, il n'arrivait pas vraiment à discerner, à faire un choix en fait entre A et B. En fait, il était A plus B, hein, A plus B au lieu de A et B. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui sur l'évolution, c'est-à-dire c'est la complexité. C'est-à-dire que c'est la complexité qui amène peut-être aussi à un moment à certains scientifiques à trancher, c'est-à-dire à prendre une voie, quoi, à se dire bon, on va pas rester dans cet état, dans cette situation où, dans le fond, on est dans l'incertitude. Donc, à un moment, il va falloir trancher et se dire bon, on va emprunter telle voie plutôt que telle autre. Voilà. Bon, donc, c'est peut-être ce qui s'est passé à une certaine époque dans l'histoire des sciences, notamment au temps de Darwin, et peut-être aujourd'hui avec les éclairages nouveaux que nous avons, peut-être qu'on peut se permettre de remettre en question. Alors moi, je ne connais pas suffisamment le problème pour en parler. À ta place, Dominique, parce que moi, je suis plus clair. Écoute, Dominique, écoute, il y en a un qui s'appelait Guillaume d'Occam. Oui. C'était pas un imbécile. Hein. Il a dit, entre plusieurs hypothèses, il faut choisir la plus simple. Et le plus simple, c'est de dire que les espèces n'évoluent pas. Voilà, c'est tout. Les espèces, elles restent les mêmes. Ils l'ont montré avec les drosophiles. Ça, c'est scientifique, le truc. C'est l'équivalent d'1 million d'années de génération humaine. Et nous, je vous dis, les générations, il n'y en a plus qu'une centaine de générations maintenant. On va vers la perte. Donc, le mythe du progrès, c'était un mythe. Donc, tout est déstructuré. On vous a menti et on vous a formé la cervelle à l'envers. Voilà. C'est ça. Voilà le sujet. C'est pour ça que le vrai sujet, c'est ça. On vous a trompé depuis le début. Et le Darwinisme n'est qu'un exemple. Alors, le réservoir d'Occam, voilà. Isaac doit préciser cette philosophie. Normalement, en science, il y a une méthode. Alors, il y a des questions ouvertes, mais on doit pouvoir arriver, au bout d'un certain temps, à trancher ces questions. Je donne un exemple très précis. La génération spontanée. Ça s'est disputé même au 19e siècle.
Et puis finalement, on a conclu qu'il n'y avait pas génération spontanée. Et aujourd'hui, ça fait consensus. Alors, d'une part, les mots sont clairement définis, génération spontanée, et puis il y a eu des procédures, en particulier expérimentales, pour montrer qu'il n'y avait pas génération spontanée. Non, mais c'est un mauvais exemple. Ça, c'est la science. Non, mais là, moi, je vais donner un meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est en cosmologie. La loi la plus simple, c'est de calculer son rayon à partir de 3 constantes universelles. Je reviens toujours au même truc. Là, c'est vérifiable. C'est simple et vérifiable par tout le monde. Alors, il n'y a pas à discuter. Hein. C'est tout. Il faut que tu revoies tes basiques, toi, Nadia. C'est Guillaume d'Occam. Moi, je suis le nouveau Guillaume d'Occam. Je vous dis, arrêtez de vous mélanger les bretelles. Il faut être simple. Il y a des constantes universelles, on les mélange et on a le rayon de l'univers. Donc, le cosmos est parmi nous. Et donc, il faut que Dominique réponde à la question que je vais poser. Est-ce que c'est bien l'autre Allemand, là, l'autre abruti, là, le philosophe Kant, c'est bien lui qui a foutu le bordel en philosophie? Parce qu'il a éliminé le cosmos, lui, cet abruti. Disons, Moi, je pense que son influence faut vraiment être con. Hein. qui a été déterminante, effectivement, pour expliquer la dérive de la science au XIXe siècle. Voilà. Ça, je suis d'accord. Bon, ben, ma foi, en tout cas, on a passé une soirée très agréable, bon, un peu mouvementée, comme d'habitude, avec Francis. Ben non, mais vous avez vu le niveau que vous aviez au début de cette conférence, hein? Parce que vous ne prenez pas au sérieux le calcul d'Occam, que je suis le nouvel Occam, moi, attention. Hein. Voilà. Bon, allez, on finit là-dessus. Donc, tu réfléchis pour la prochaine thème, c'est Nadia qui va décider. Hein. Ben, écoute, la prochaine fois, évidemment, si tu veux bien, Joël, on va donc. Oui, Joël, alors ton sujet, c'est. J'ai préparé un document, les particules numériques. Les particules numériques, Jacques, tu pourras mettre ça sur le site, hein? Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Est-ce que tu... Non, mais c'est très bien. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur tes particules numériques? Ouais. Donc c'est en fait, je vais essayer de présenter un document, si je peux partager mon écran, et pour vous expliquer que vous puissiez comprendre quelle est la structure des particules et comment numériquement elles se décrivent. Voilà. Et vous pourrez à la fin de la présentation les présenter vous-même. D'accord. Très bien. Je sais, c'est ambitieux, hein, mais non, mais moi, je suis prête à tout entendre. Moi, je dois dire que j'ai depuis toujours une grande curiosité. Est-ce que je peux dire un mot? Parce que toi, tu es toujours dubitatif, toi, Nadia. Hein. Je vous ai dit. Pas dubitatif, non. Si, Emmanuel Kant, il a dit il n'y a pas de vérité. Voilà de quoi voilà ce qu'on vous a enseigné, on vous a dit il n'y a pas de vérité. Moi, je vous ai dit il y a une vérité du numérique. Et là, donc, je rejoins Joël. Le numérique, c'est bon. C'est tout. C'est dans le bon. Enfin, disons, c'est dans le bon sens. Peut-être que ton modèle est complètement foireux. Hein. Bon. Mais. Moi, je pense qu'il y a une vérité tout court. Tu sais, je suis plutôt du côté des mystiques, moi. Hein, donc, oui, mais je m'en cache pas. Hein. Non, il y a une vérité absolue. Il y a des vérités absolues. Je vous ai déjà dit, je me le répète. Depuis des années, je vous le répète. 2 plus 3, ça fait 5. Voilà. Et 2 fois 5, ça fait 10. Et c'est la tétractiste qu'on retrouve au centre du temple d'Hypostyle à Karnak. Vous l'avez tourné à Karnak. Vous n'y avez pas été, visiblement. Hein. Ben oui, mais bon, je pense que nos anciens étaient aussi des mystiques. Vous avez vu le progrès, on n'est même pas foutu de comprendre la signification d'un bâtiment énorme. Où il y a 134 colonnes géantes. Même Dominique y a été, il peut avouer, quand il est arrivé, il ne comprenait pas. Mais comment ça se fait qu'il y a plein de colonnes? Hein, Dominique, raconte ton histoire. Avouer, c'est pas un crime. Mais Dominique n'était pas formé à l'époque. Ils étaient obligés de me le reformer pour ça. Mais si, parce que s'il y a des colonnes géantes, c'est pas pour supporter le toit, parce qu'elles sont trop géantes par rapport à leur distance. C'est pour les compter. Personne ne les a comptées depuis un siècle. Vous voyez, non mais tu vois le mythe du progrès, c'est vraiment un mythe. On a complètement tout pété les plombs à tous les niveaux, scientifiques et philosophiques. Et l'un des responsables,
Hein, c'est bon, on pourra peut-être le développer, ça c'est le rôle de Dominique, mais développer le rôle d'Emmanuel Kant là-dedans. Il a supprimé l'idée de cosmos, voilà, il n'y a pas de cosmos. Voilà. Voilà le résultat. Bon, bah écoutez, en tout cas, bonne soirée à tous. Et puis, donc, le quatrième jeudi du mois de mars, donc Joël va venir nous parler donc Du numérique. du numérique. Voilà. Voilà, c'est important. Ouais. Et si et si Dominique est d'accord, ben, on reparlera du darwinisme. Voilà. Une autre fois. D'accord. Allez, Voilà. bonsoir. Bonsoir. Au revoir Sylvie. Au revoir Francis. Salut Jacques. Salut Joël. À bientôt.